période, n'est-ce pas, de l'histoire de l'architecture française, période que les historiens appellent les temps modernes. Ce que je voudrais, en guise d'introduction, c'est vous proposer un certain nombre de réflexions critiques sur les concepts, les appellations que nous utilisons pour tenter de définir l'indéfinissable, c'est-à-dire l'histoire en marche. Nous constatons déjà que le terme de temps moderne prête à la critique, d'abord parce qu'il n'est pas très bien compris des contemporains qui associent la modernité avec le XXe siècle, et d'autre part parce que les historiens eux-mêmes ne s'entendent pas sur les limites qu'il faut donner à cette période. Pour certains, les temps modernes englobent la Renaissance, pour d'autres, ils la font commencer avec l'avènement de la dynastie des Bourbons, et donc on a successivement Renaissance puis temps moderne. Mais pour moi, la périodisation idéale serait celle qui serait appliquée à l'histoire de l'architecture, une périodisation que je dirais modulaire, c'est-à-dire l'application d'un module fixe, puisqu'il y a une architecture modulaire, qu'il y a des modules dans l'architecture, nous aurions des modules fixes qui nous éviteraient les transes que connaissent tous les historiens, et pour faire commencer une de ces périodes dont nous ne pouvons pas nous passer, parce que sans périodisation, nous ne pourrions même pas traiter l'histoire, choisissent des dates qu'ils jugent des dates clés, et des points qu'ils identifient avec des points de rupture. Mais il faut bien constater que, suivant le choix qu'ils font, la façon dont ils vont décrire la période sera en général très souvent modifiée, comme une perspective peut l'être à partir du moment où on déplace le point de fuite. Alors, je vais d'abord faire application de ces réflexions sur la notion de Renaissance. On peut faire commencer la Renaissance, comme on le faisait d'ailleurs habituellement autrefois, et peut-être le fait-on encore aujourd'hui, pour la France, avec les guerres d'Italie à la fin du XVe siècle. Et c'est vrai que les guerres d'Italie ne sont pas un événement sans importance, puisque c'est une clientèle de choix qui va découvrir l'Italie. On peut penser qu'effectivement, le roi de France découvre l'architecture italienne. Il y avait peu de chances pour qu'il en ait eu des connaissances par quelque voie que ce soit. C'est vrai aussi des gros clients que sont la cour, n'est-ce pas, les grands seigneurs. Cependant, l'inconvénient de mettre ce terme précisément fin 15e, c'est qu'on va avoir tendance à considérer d'abord que la Renaissance française, c'est l'histoire de l'italianisme en France. Est-ce vraiment la façon dont il faut présenter les choses? Et deuxièmement, on aura tendance aussi à penser que c'est la France entière qui découvre l'Italie à la fin du XVe siècle, ce qui est évidemment absolument faux. Le Moyen-Âge, évidemment, connaît l'art italien et la France ne découvre pas l'Italie à la fin du XVe siècle. Alors d'autres historiens, je m'y inscris parmi ceux-là, ont choisi de fixer la date 1453. Je veux dire que je m'y rallie pour une raison simple, c'est que c'est depuis très longue date, les historiens ont considéré que 1453, c'est-à-dire la prise de Constantinople par les Turcs, pouvait être considérée comme la fin du Moyen-Âge. Je ne discuterai pas cette proposition, ça n'a pas d'importance, d'autant plus que vous doutez qu'à ce moment-là, la prise de Constantinople par les Turcs n'a pas eu des conséquences considérables et que les conséquences les plus évidentes sont ceux que nous voyons aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que cette date de 1453, c'est aussi celle de la fin des guerres de la Grande Guerre des 100 ans, c'est ce qu'on appelle la guerre des 100 ans, si bien qu'on va pouvoir replacer le phénomène artistique, toujours très difficile à définir, fluctuant par nature, sur des bases très fortes, politiques, économiques, démographiques, sociales. Et je pense qu'en choisissant cette date, on a quelque chose d'assez clair. Je pense que vous le verrez tout à l'heure dans la démonstration que je voudrais faire. Cependant, encore une fois, ce choix d'une date a un inconvénient, a toujours des inconvénients. Et le premier inconvénient, c'est d'oublier ce qui se passe au XIVe siècle, où il y a, me semble-t-il, quelque chose qu'on pourrait appeler une espèce de pré-Renaissance, et que sans doute nous identifierions aujourd'hui avec la Renaissance si les derniers développements de la guerre de 100 ans n'avaient pas été si catastrophiques, et créant évidemment une rupture politique, économique, sociale, etc. importante. A priori, nous nous disons le XIVe siècle, c'est au fond le XIIIe siècle continué, prolongé. On va y retrouver l'architecture des développements, de l'architecture rayonnante en particulier. Or, en réalité, il y a des faits qui sont importants et qui ne sont pas sans conséquences dans le domaine de l'histoire de l'architecture. D'abord, le changement de dynastie, bien sûr, tout le monde le sait. On pourrait passer sur ce fait si, précisément, ce changement de dynastie n'était pas à l'origine de la guerre de 100 ans. Donc là, il y a un événement politique très important.
Le deuxième, c'est que quand nous examinons le rapport que le XIIIe siècle a eu avec la moitié sud de la France, c'est la grande période de la croisade des Albigeois, donc une période où l'autorité centrale, qui en fait est décentrée, qui est au nord, qui est autour de Paris et de la présence du roi, va s'imposer sur le Languedoc méridional. Or, le XIVe siècle, du fait d'un événement à peu près imprévu, qui est le fait que le dernier des Capétiens impose la résidence à Avignon, à la papauté, va tout d'un coup créer dans la France méridionale un nouveau pôle différent du pôle royal, n'est-ce pas, et un grand pôle de modernité, qui est d'autant plus précieux à nos yeux que la papauté, comme vous le savez, ne reste pas tout le siècle à Avignon, et que aussitôt qu'elle se retire, ce mouvement de modernité va s'éteindre. Pourquoi ce mouvement de modernité? Tout simplement parce que ces papes français d'Avignon sont à peu près tous sortis extraits de la France méridionale, et en particulier des institutions ecclésiastiques, des diocèses, et ils auront, pour une tradition assez courante, n'est-ce pas, dans la papauté, nous le savons, ils vont privilégier les sites où ils sont nés, leurs familles, leurs alliés, leurs anciens diocèses. Et donc, pendant près d'une grande partie du XIVe siècle, ils vont couvrir la France méridionale par des constructions. Or, quelle est la principale construction des papes? Et ça, c'est à mon avis un élément essentiel de la modernité du XIVe siècle. Sa construction, ce n'est pas, comme vous pouvez l'attendre des papes, la construction d'un Saint-Pierre de Rome à l'usage de la France, c'est un palais. Et nous entrons au XIVe siècle dans ce que j'appellerais le temps des demeures. C'est-à-dire que nous voyons que la France a été couverte d'églises au XIIIe siècle, sans doute a-t-elle fait le plein en la matière, et on ne construit plus que des demeures au XIVe siècle. C'est un phénomène qui, bien sûr, suppose des explications très nombreuses, je ne pourrais pas m'appesantir là-dessus, mais c'est tout à fait sensible. Et c'est pourquoi la première image que je vais vous proposer, c'est une image de... le voilà, n'est-ce pas? C'est cette petite ville de Sarlat. Nous sommes dans ce contexte méridional, et il se trouve qu'une ville comme Sarlat, par exemple, on peut y trouver près de 60 maisons qui datent du XIVe siècle, en tout ou partie. Pourquoi les trouve-t-on ici et qu'on ne les trouvera plus dans le Nord? Pour une raison assez simple. C'est que précisément à partir du moment où les papes ont quitté Avignon, la modernité s'est retirée de ces régions, qui sont devenus un conservatoire de l'architecture du XIVe siècle. Ce qu'on ne trouvera plus dans le Nord pour la raison que les modernités vont s'y succéder à un rythme accéléré, et donc on va beaucoup détruire, on va faire disparaître tous les témoins du XIVe siècle. Cet hôtel de Plamont, on pourrait presque faire un cours de l'histoire de l'architecture et de raconter ce qu'est précisément cette pré-Renaissance. Au rez-de-chaussée, vous avez des arcades, n'est-ce pas? Elles sont, du point de vue de la technique, extraordinairement banales. C'est comme ça qu'on construit toujours des arcades. Simplement, on n'a pas rempli une partie le gros œuvre s'est arrêté, n'est-ce pas, sur les limites de l'arcade. En haut, vous avez une fenêtre qu'on peut bien dire gothique, même gothique rayonnante, à la fois par l'importance de son remplage, de ses caractéristiques, mais aussi pour une raison technique. C'est ce qu'on appelle une fenêtre châssis, c'est-à-dire que c'est une fenêtre qu'on va entièrement monter au sol et qu'on viendra insérer dans un espace de la construction qui lui a été réservé. Et enfin, en haut, la fenêtre moderne par excellence, celle dont nous trouvons les premiers exemples au XIVe siècle dans la France méridionale et que nous trouvons plus guère dans la France septentrionale, sauf dans ses développements ultérieurs, c'est-à-dire la fenêtre civile par excellence, la fenêtre rectangulaire, avec des divisions de meneaux et de croisillons. Évidemment, toutes ces divisions intérieures vont être modifiées pendant les temps modernes, mais au fond, on a là un archétype de la fenêtre de la demeure et donc de l'architecture civile. Au nord, le phénomène est perturbé par le fait que, je viens de le dire, les modernités successives ont fait disparaître les grandes constructions du XIVe siècle. Mais nous retrouvons aussi le phénomène du palais des papes, si je puis dire. C'est-à-dire que les grandes constructions de Charles V et de ses frères sont toutes portées sur l'architecture civile. C'est la construction. Ils construisent sans arrêter des demeures nouvelles, des châteaux nouveaux. Ils modernisent, n'est-ce pas, les châteaux qu'ils ont déjà construits. Et finalement, ils ne construisent pas d'église. Si ce n'est
comme dans le Palais des Papes, bien sûr, les chapelles qui sont à l'intérieur même et au service de la vie de la demeure. Alors ici, une vue célèbre, bien sûr, du Louvre de Charles V, dans ses transformations de Charles V. Ici, une vue non moins célèbre du château de Mehun-sur-Yèvre, près de Bourges, qui est la résidence de campagne du duc de Berry, qui aujourd'hui est réduit à un moignon, on ne voit plus rien pratiquement sur place. C'est une fortification, un château fort qui a été transformé par Jean de Berry, qui a au fond multiplié les ouvertures, et on trouve toute la typologie des ouvertures que j'ai déjà évoquées à propos de l'hôtel de Plamont, dans un ouvrage comme celui-là. Tous les efforts ont porté à la fois sur les percements, pour faire entrer la lumière, bien sûr. Vous voyez quelques croisées, en même temps que sur les parties qui sont symboliques, l'entrée et la chapelle qui est au-dessus, une mouluration, des claires-voies qui sont beaucoup plus dans la tradition gothique. Et puis, comme nous l'avions vu au Louvre, les vieilles tours des fortifications du château fort sont couronnées de constructions très chargées d'ornements qui sont dans les parties hautes. Or, ce qui est intéressant, et qui fait bien que c'est à travers un témoignage comme celui-là qu'on peut parler au XIVe siècle d'une pré-Renaissance, c'est que nous sommes devant des modèles qui vont être très largement imités par les fameux châteaux de la Loire, que nous identifions comme les représentations les plus évidentes de la Renaissance, au moins de la Renaissance de François Ier. Et donc là, il y a un lien fort qui s'établit et que nous ne pouvons pas ignorer. D'autre part, le document lui-même est important. C'est peut-être probablement la première fois dans l'histoire de l'architecture que nous voyons ce que j'appellerais un portrait de château. Bien sûr, des représentations de châteaux dans la luminure médiévale, on en trouve des quantités. Mais l'idée de lui donner, de faire un effort pour que son identification soit totale, que ce soit un témoignage, une des formes du relevé, je crois que c'est un fait nouveau. D'ailleurs, le portrait, d'une façon générale, est aussi le retour au portrait est un des phénomènes de l'art français du XIVe siècle. Et il n'est pas banal de penser que ces représentations de châteaux, le duc de Berry va mettre tous ces châteaux dans ce livre, qui sont les très riches heures du duc de Berry. Or, c'est un ouvrage de piété. Est-ce bien la place d'un ouvrage de piété que de mettre la représentation des châteaux? Il y a évidemment une évocation, il y a la tentation du Christ en haut sur les montagnes, il faut bien dire que c'est quand même très périphérique. Donc nous sommes devant un phénomène que je dirais de laïcisation de la production architecturale et de l'enluminure qui est réellement, s'applique aussi parfaitement aux créations du XVe siècle et du XVIe siècle, où nous trouverons aussi très peu de construction de très grandes églises. Donc voilà l'idée qui se développe, qu'on peut développer autour de cette pré-Renaissance du XIVe siècle. Revenons à la naissance de la Renaissance, que nous placerions donc vers 1453. Pourquoi cette date me paraît régler une partie des problèmes que pose toujours l'exposé des faits concernant le monde artistique? C'est que nous avons là, au sens plein du terme, une renaissance. Renaissance de l'État, d'abord. Le roi a reconquis ses provinces, il est dans la plénitude de ses pouvoirs, et il va profiter des dernières années de ce règne pour régler les rapports avec les grands-duchés, c'est-à-dire l'autorité héritée de la féodalité, et pour réellement faire rentrer dans l'autorité directe du roi les grandes duchés qui avaient aussi été toutes tentées d'aller vers la création d'un véritable État. Et nous savons que l'État moderne, n'est-ce pas, les bases en ont été créées par Philippe IV le Bel, et l'apogée, c'est avec Louis XIV. Donc nous sommes cette espèce de génération de l'État moderne. C'est d'ailleurs un des grands thèmes des historiens aujourd'hui de cette période, n'est-ce pas, c'est l'étude de la création de l'État moderne, qui est un système politique complètement différent, bien sûr, de celui de la féodalité. Donc nous pouvons articuler l'idée de restauration, l'idée de renaissance, avec un phénomène politique d'une haute importance. De plus, c'est le moment d'une restitution de la population française qui a été décimée par la guerre de 100 ans, et plus encore par la peste. Et en un siècle et demi, un demi-siècle, en 3/4 de siècle, la population française va se démultiplier, retrouver à peu près le niveau qu'elle avait au XIIIe siècle, qui est un moment de l'apogée de la population française.
La conséquence de cette poussée démographique, c'est que le haut de la population, la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, va tout d'un coup changer de statut. D'abord, les Valois font appel aux grands bourgeois, aux plus grosses fortunes du royaume, pour soutenir les finances de l'État, mais en même temps, en déléguant l'autorité royale, c'est-à-dire que les grands bourgeois vont s'emparer des éléments de la puissance publique au détriment des éléments issus de la féodalité, évidemment pour des raisons qui sont claires. C'est le même phénomène que la création de l'État moderne. Il s'agit d'évacuer les puissances féodales et d'en assurer, de donner. Charles V donne l'exemple de ce point de vue-là. Il fait appel à des grands bourgeois, n'est-ce pas, pour gérer les affaires du royaume, sachant qu'il s'en débarrassera plus facilement. Et de plus, par cette opération, le phénomène tout à fait fort pendant tous les temps modernes, la frontière qui existait encore entre la bourgeoisie et la noblesse va s'effacer, puisque toute la haute bourgeoisie va peu à peu connaître l'ennoblissement. Nous avons, pour passer alors cette fois-ci dans le domaine de l'architecture, un très beau témoin de ce qui se passe à la naissance de la Renaissance, si je puis dire, c'est l'hôtel Jacques Coeur de Bourges, dont je ne ferai pas l'analyse ici parce que ça m'entendrait trop loin du thème un peu général que je voudrais développer, mais dont je voudrais dire au moins qu'il est clair que pour les contemporains, nous sommes devant un phénomène de transgression. La bourgeoisie, c'est la bourgeoisie, la noblesse et la féodalité, c'est autre chose. Qu'un grand bourgeois, le plus riche du royaume, ait eu l'audace, n'est-ce pas, de se créer en pleine ville un château dont toutes les dispositions, un palais en fait, un palais urbain, dont toutes les dispositions rappellent celles du duc de Berry, dans la voisinage, à Bourges, et d'ailleurs qui a visiblement servi de modèle. Là, nous sommes dans une transgression très caractéristique, n'est-ce pas? La bourgeoisie accède dans ses classes les plus hautes aux représentations architecturales de la noblesse. Deuxième exemple que je retiendrai, ça c'est l'entrée, n'est-ce pas, de Jacques Coeur. Je ne peux malheureusement pas faire l'analyse détaillée de cet exemple, mais je peux dire que réellement, en son temps, tous les chroniqueurs ont dit même le roi n'a pas un château aussi moderne que celui-là, et dans une certaine mesure, la condamnation qui sera faite de Jacques Coeur par le roi lui-même, puisqu'il se privera de service de Jacques Coeur et ira même jusqu'à l'emprisonner, et tient en fait, sans doute, en partie, par la jalousie qu'un ouvrage comme cela pouvait produire auprès du prince régnant, c'est-à-dire Charles VII. Ici, un autre exemple de la promotion de la bourgeoisie, c'est l'hôtel Dupuy à Tours. C'est un hôtel dont les configurations générales peuvent être considérées comme assez banales pour l'architecture du nord de la France. Et pourtant, elle détonne complètement dans le contexte de la reconstruction de la ville de Tours, qui a été, vous le savez, dans les dernières années de la guerre, la capitale du royaume, parce que la reconstruction est très importante. Tours se reconstruit entièrement et très fortement pendant la deuxième moitié du XVe siècle et le XVIe siècle. Or, les parties se divisent de manière suivante. L'essentiel des maisons seront construites en pan de bois. Les demeures aristocratiques ou de la haute bourgeoisie seront construites en pierre. Or, ici, nous ne sommes pas en pierre, nous sommes en briques. Et de plus, si le parti général de cette maison peut être considéré comme assez banal, on va constamment trouver des dispositions comme celle-là dans l'architecture de la demeure urbaine, de la bourgeoisie, le couloir latéral, enfin je n'entrerai pas dans le détail de l'analyse, car je voudrais mettre en évidence ce qui effectivement est le phénomène particulier. Assurément, à Tours, bien que je ne connaisse pas de commentaire réellement de cela, cette construction a dû surprendre, parce que ça n'est pas en pierre, parce qu'il y a l'affichage de la brique et d'autres traits que je ne veux pas mettre en évidence ici, mais en particulier la façon dont est traité le pignon, ce sont assurément la manifestation par le maître d'ouvrage des relations privilégiées qu'il a en tant que marchand avec les provinces du nord de la France, les provinces frontalières, éventuellement même avec les Pays-Bas méridionaux. Et je dirais que nous avons là devant le premier exercice de ce que j'appelle l'exotisme, qui n'est pas autre chose que l'effet qu'on essaie de tirer du fait d'emprunter à l'étranger des éléments architecturaux qui vont frapper l'imagination du milieu qui va les recevoir et qui n'est pas habitué à traiter ce genre de choses. Donc pour un grand marchand, afficher sa dimension internationale, c'est évidemment ce qu'il va faire par là.
Voilà donc deux exemples, me semble-t-il, assez significatifs de ce qu'a pu être la Renaissance par la demeure dans ces premières années du XVIe siècle, et du XVe et du XVIe siècle. Autre trait à mettre en évidence, sûrement l'entrée de l'estampe et de l'imprimerie dans le champ de l'architecture. Entrée relativement tardive, puisque ce sont des éléments qui sont déjà, dès le XIVe siècle, en place pour l'essentiel, mais qui vont transformer la transmission du modèle de l'architecture. L'estampe à l'évidence, n'est-ce pas, puisque la capacité de graver un projet ou même une réalisation va lui donner une diffusion sans précédent. Et l'imprimerie va mettre le savoir de l'architecte devant l'extrême problème que représente la rédaction, la mise en forme d'un savoir qui se transmettait oralement et qu'il va falloir écrire pour pouvoir l'imprimer précisément. Ici, un exemple un peu peut-être abstrait des effets de ça que je propose ici. En haut, vous avez un extrait du traité de Philibert Delorme qui représente un exercice de ce qu'on appelait l'art du trait ou la stéréotomie, qui permet de construire une voûte complexe sur un escalier en vis. Évidemment, il faudrait que je fasse une analyse totale pour qu'on puisse comprendre la complexité de ce dessin, mais peu m'importe. Ce qui m'importe, c'est la comparaison avec l'image qui est en dessous, qui est une image sortie d'un traité de Serlio, qui montre comment on crée la perspective linéaire, comment on peut projeter la figure circulaire dans une figure qui est entièrement construite par des points recherchés, et la cerce rallongée de Philibert Delorme, comme la perspective linéaire ici présentée par Serlio, qui n'en est pas l'inventeur. Nous voyons tout d'un coup que par l'impression, par le traité, des connexions s'établissent entre des savoirs qui jusqu'ici étaient hermétiquement développés dans des contextes tellement différents, la perspective linéaire n'intéressant pas dans l'immédiat les architectes, mais on voit bien que ce sont les mêmes procédés qui vont permettre de produire, d'avoir des produits différents. Il faudrait évidemment que j'entre dans le détail de l'analyse de ces figures pour vous démontrer que la façon dont on crée ce qu'on appelle une cherche rallongée dans la partie haute se construit aussi bien par la perspective. On attribue à la Renaissance aussi, vous trouverez ça souvent, très souvent, on dit que c'est la période où est né l'architecte. L'architecte paraîtrait à la Renaissance. C'est une idée complètement fausse, parce qu'on n'a jamais fait de l'architecture savante, même dans la haute antiquité, sans un architecte. Et que je sache, Vitruve aurait sans doute le droit d'être considéré comme un architecte. Il y a des phases, n'est-ce pas, dans l'identification de la profession. Sans doute que le XIIIe siècle est très importante. Voilà la fameuse représentation de la tombe d'Hugues Libergier au XIIIe siècle à Reims. Là, nous identifions évidemment l'architecte dans toutes les caractéristiques de sa profession, et on voit que c'est un personnage d'importance. Ça n'est plus le valet ou le dessinateur du grand abbé constructeur. C'est vraiment un personnage. Ceci étant, la tombe elle-même ne donne aucun élément d'identification du personnage, et nous ne le connaissons cette identification que par l'inscription. Le portrait de Philibert Delorme, en revanche, c'est en effet la première fois que cet art du portrait, dont je vois déjà l'illustration, j'ai parlé de portrait de château, ici nous sommes de portrait d'architecte, il est bien clair que là, l'architecte rentre dans une autre dimension de sa profession, et au fond, si ce portrait de Delorme ne paraît que dans son traité, c'est parce qu'effectivement, si l'architecte du XVIe siècle peut apparaître comme un personnage nouveau, c'est précisément parce qu'il écrit des traités, c'est-à-dire qu'il met une doctrine en place, ce sont des événements considérables dans l'histoire de l'architecture. Maintenant, la question stylistique. Évidemment, on pense, s'agissant de Renaissance, on pense toujours que tout se passe autour du style. Là, nous sommes obligés sûrement de prévoir une sous-périodisation et de distinguer une première période qui irait vers 1450, 1453, comme nous l'avons dit, jusque vers 1530, 1540, et qui est dominée par ce qu'on pourrait appeler une ornementique. C'est en fait un néologisme qui a été créé par André Chastel et que je trouve très, très important à partir du moment qu'on lui donne une bonne définition, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a des périodes de l'histoire de l'architecture où l'ornement va s'imposer avec une telle importance
qu'il va, dans une certaine mesure, remodeler les grands partis de l'architecture sans pour autant produire des inventions majeures dans le domaine des grands partis. C'est évidemment ce qui se passe dans cette période 1450-1540, d'abord parce que c'est là que se développe ce qu'on appelle l'architecture flamboyante, n'est-ce pas, le style flamboyant, qui n'est jamais qu'un avatar de l'ornementique gothique, qui ne représente pas, comme on l'écrit quelque part, les dernières marques du gothique. Il faut savoir qu'il y a un gothique du XVIIe, il y en a un du XVIIIe, sans parler évidemment de celui du XIXe et même celui du XXe. Mais nous sommes là devant, en effet, une ornementique particulière et qui est vraiment dévorante. Elle va couvrir la totalité, n'est-ce pas, de ce massif de façade qui, en réalité, dans sa structure et dans son gros œuvre, date du XIIIe siècle. Et nous y trouvons, on ne va pas en faire l'analyse dans le détail, mais vous voyez que la Grande Rose a un dessin très particulier. Je ne sais pas si votre attention est attirée par là, n'est-ce pas, cette Grande Rose ici. Or, il se trouve que c'est une copie, pratiquement une copie, dans son dessin un peu particulier, de ce qu'on appelle le Grand Housteau. Le Grand Housteau, c'est une rose que l'on trouve à la cathédrale de Bourges, qui a été commandée par le duc Jean Ier de Berry, celui que nous avons déjà vu les châteaux, et qui nous amène à rappeler que les fondements du style flamboyant, il faut, pour aller les trouver, il faut en effet aller très largement au XIVe siècle. On voit peu à peu, n'est-ce pas, monter une déformation du style gothique qui va s'épanouir dans la période 1450-1540. Bel exemple de ce nouveau style, l'église de Louviers. Il est certain et clair que le style flamboyant va surtout se développer, je dirais presque exclusivement d'ailleurs, de développer dans les grandes provinces qui ont été marquées par les destructions de la guerre de Cent Ans, qui était au premier rang de la guerre de Cent Ans, la Picardie, la Normandie, moins évidemment déjà l'Île-de-France, et dans une certaine mesure, ce mouvement s'arrête sur la Loire. C'est tout à fait caractéristique. On trouvera des exemples de style flamboyant tardif, très localisé, hein, et dont l'histoire particulière se identifie très bien. Tandis que la Normandie de la seconde moitié du XVe siècle et début du XVIe siècle, c'est toutes les églises qui vont se trouver comme ça, n'est-ce pas? Et on a ici, évidemment, un certain nombre de caractéristiques stylistiques très fortes de ce nouveau style. La clé pendante, qui est une nouveauté qu'on voit au-dessus du portail, la façon dont on aura regroupé les sculptures comme une espèce de couronne sur un pilier, et puis surtout ce jeu sur les gables, qui n'ont plus des rampants rectilignes, mais la courbe va dominer partout, jusque dans la partie centrale, où nous voyons associer deux tracés d'arcs tout à fait nouveaux, qui sont l'arc en anse de panier, qui est coiffé par un arc en accolade. Donc, en réalité, tout cela ne nous amène pas à un changement très fondamental de l'histoire de l'architecture, mais incontestablement, très fortement, de l'aspect que peut présenter l'Église. Il se trouve que la particularité de l'ornementique, c'est précisément en général de pratiquer très volontiers la mixité, une certaine capacité de réunir, de faire un mix, n'est-ce pas, pour créer un nouveau répertoire ornemental. Et là, la mixité va se faire évidemment avec l'art italien. Donc je dirais que l'art italien qui va se trouver marié à l'architecture flamboyante, ça n'est pas l'art italien moderne, ça n'est ni Alberti, ni Bramante, bien sûr. C'est un art très ornemental aussi, qui s'est développé en grande partie en Lombardie. On sait l'admiration des Français pour la chartreuse de Pavie, par exemple. Tout cela va se marier admirablement avec le style flamboyant, créant en effet un style tout à fait nouveau, mais proprement ornemental. L'apparition du nouveau style, du style italianisant, ce n'est pas par hasard que nous le trouvons devant ce grand portrait de Guillaume Jouvenel des Ursins. D'abord, l'illustration même de la haute bourgeoisie accédant aux autorités de l'État, c'est un personnage tout à fait important auprès de la cour, n'est-ce pas? Et derrière, la première apparition que nous avons dans le système français du style italien, un style italien très particulier, évidemment, très ornemental, ayant peu de conséquences à l'architecture. Et c'est si vrai que nous le trouvons dans ce tableau, dont on peut penser qu'il est quelque chose comme 1460. Il faut savoir que Fouquet est un peintre qui a fait le voyage d'Italie et qui connaît ces questions-là. Et ce n'est pas par hasard que la peinture, qui est un médiateur très fort des transmissions d'images et de motifs, est à Tours. Le premier exemple qui a été donné dans la France du Nord vient de la peinture.
Ici, un exemple qui est à Marseille, c'est la chapelle Saint-Lazare. Le premier exemple vraiment construit dans le style italianisant que nous pouvons observer en France, mais pas dans n'importe quelle France. Nous sommes en Provence. Le comte de Provence est le roi titulaire du royaume de Naples, dont il est d'ailleurs dépossédé, mais ce qui ne l'empêche pas de faire venir évidemment des Italiens qu'on trouvera à la cour dans les sites de la Provence, dans le royaume de ce roi René, avec un exemple comme celui-là qui est antérieur à tout ce qu'on va trouver dans ce domaine-là, dans le domaine royal, c'est-à-dire la France du Nord. C'est 1481, on est 8 ans en gros avant la première guerre d'Italie. Et puis, la transition qui se fait dans les dernières années du règne de François Ier est d'une force telle que nous sommes obligés de considérer qu'il y a bien eu une mutation importante et donc dégager un nouveau concept que j'appellerais la haute Renaissance, qui apparaît vers les années 1540. Elle est le fait du travail incessant et assez malheureux mené par François Ier, qui avait dans l'esprit de faire arriver en France la modernité de l'Italie. Et pour cela, il a essuyé un nombre considérable dans les premières moitiés de son règne d'échecs, en particulier le plus cruel, c'est sans doute le fait qu'il est arrivé à convaincre Léonard de Vinci de venir, et que Léonard de Vinci meurt alors qu'il est depuis peu de temps en France. Et François Ier a rencontré de nombreux échecs. Il a voulu faire venir tout le monde, Michel-Ange, enfin il n'y a pas de grand artiste italien auquel il n'ait pensé. Et dans les années 1530, il arrive à faire venir de grandes pointures, n'est-ce pas, le Rosso, Primatis, ce n'est pas pour rien d'ailleurs que ce sont des peintres essentiellement, et la galerie de François Ier est une des premières productions de cette haute Renaissance, dans une école très particulière. C'est précisément pour cette école de Fontainebleau que Chastel a inventé le terme d'ornementique, et il est vrai que nous sommes là aussi devant une architecture, un puissant développement d'un décor très original, mais qui n'a pas d'implication, qui n'a pas renouvelé profondément les parties de l'architecture, la structure, la technique, la distribution, etc. Voilà cette école de Fontainebleau, mais parallèlement se met en place une autre architecture, celle-là dont la durée sera beaucoup plus longue et dont la portée sera totale, puisque c'est vraiment une réécriture totale de l'architecture française qui va se faire là, une nouvelle manière, une manière à la française, une architecture à la française, qui va se définir dans ce petit milieu qui tourne autour de la Pléiade, l'ensemble des écrivains qui se rassemblent sous le titre de la Pléiade, et Pléiade dans lequel moi j'aimerais bien faire entrer les architectes et les peintres, n'est-ce pas, Lescaut, Delorme, Goujon. Ils ont pour particularité d'avoir une très forte culture d'Italie. Ils y sont allés ou pas, c'est pas toujours la chose n'est pas très claire, mais en tout cas, ils connaissent parfaitement la modernité italienne. Et ils se donnent pour mission en quelque sorte, de naturaliser ou de nationaliser, si vous voulez, la modernité au profit de la France et de créer un langage nouveau. La France n'en était pas dotée depuis le XIIIe siècle. On avait un phénomène au XIIIe siècle exactement de même nature, autour d'une certaine forme du gothique, qui s'est diffusé dans l'Europe entière, sous l'appellation opus francigenum. Cette expression se trouve dans des traités, dans des chantiers allemands, n'est-ce pas, où réellement on a, au XIIIe siècle, sans doute du fait de la personnalité exceptionnelle de Saint-Louis, son renommée internationale, on a eu une diffusion d'un style français identifié comme tel par l'Europe. Eh bien, c'est la mission que la Pléiade se donne, de créer un nouveau style français, et dont le manifeste est évidemment à l'opposé de Fontainebleau, c'est le Louvre de Lescaut. Il faudrait en faire une analyse totale, je n'ai pas le temps de le faire, je ne peux pas entrer dans le détail de cette lecture, mais on peut dire que c'est réellement le premier édifice classique de France. Mais je mets classique pour l'instant entre guillemets, je vais vous dire le sens qu'il va falloir lui donner. Fondamentalement, quel est le pari de Lescaut ici? C'est d'intégrer dans le système français le goût que les Italiens ont pour les façades. Et une façade, pour qu'elle soit vraiment porteuse d'un dessin bien clair, il importe qu'elle bénéficie d'une certaine planéité. Or, c'est totalement contraire à la tradition française. La France a hérité du gothique les forts contrastes de volume. Il invente, et ça va devenir impensable l'architecture française, l'avant-corps. Avant-corps qui sont simplement le fait que
les trois avant-corps, ça fait partie de ce pensif, n'est-ce pas? Ça consiste à faire avancer une toute petite partie, avec de très minces avancées, une partie de la composition, pour marquer un centre, pour marquer des ailes, hein, et ces trois avant-corps, ils seront identifiés dans l'Europe entière comme une manie, dans ces mesures, de l'architecture française. C'est Lescaut qui l'invente. Et qu'est-ce que c'est? En réalité, ce sont des témoins de grosses tours carrées, n'est-ce pas, qui là, en quelque sorte, rentraient dans la construction. Il faudrait aussi analyser le rez-de-chaussée. Son dessin est très caractéristique. C'est une galerie factice. C'est une galerie qui n'a plus de vocation de distribution, qui donc a été rentrée dans la planéité italienne, si je puis dire, mais dans lequel tout le dessin est là pour évoquer qu'elle est encore là. Et ça, nous avons quelque chose qui est toute l'architecture française des temps modernes. Nous allons retrouver cette constante qui est qu'on va, par des tout petits signes, très discrets, évoquer le grand passé, la grande tradition de la nation. Et là, sûrement que ce modèle a été très largement imité. Constatez aussi que pour faire ressortir les avant-corps, il utilise des colonnes et il les double. Ce sont des colonnes qui sont jumelées. Autre phénomène à l'intérieur même, c'est cette tribune des cariatides. À mon avis, elle justifie même une réinterprétation totale. J'ai préparé un article qui a été accepté par la Revue de l'Art sur l'interprétation de cet ouvrage. Dans mon avis, l'interprétation est entièrement à refaire. Mais je ne veux pas vous proposer ici le détail de l'interprétation qu'on pourrait en faire. Je ne voudrais retenir simplement au fait que, assurément, les Français de la Pléiade n'ignoraient pas qu'il y avait derrière ces figures une citation lointaine, passée par la transmission romaine, de l'Érectaion d'Athènes. Et nous nous trouvons devant, c'est là que va se créer, la Pléiade d'ailleurs plaide le fait que la France serait un héritier plus direct, n'est-ce pas, pas seulement de la Grèce en général, mais de l'Attique, de l'art athénien. Et c'est de là que naît un concept qu'on va retrouver à peu près constamment, qu'on verra utiliser par exemple pour décrire le petit Trianon de Gabriel, c'est le mot atticisme. Qu'est-ce que l'atticisme? L'atticisme, c'est une espèce d'idéal de pureté, de simplicité, d'élégance que la France aurait dans son style, dans sa manière, empruntée à la Grèce ou partagée avec la Grèce, mais la Grèce d'Athènes, n'est-ce pas? La Grèce attique, pas la Grèce d'Asie. Et c'est à partir de là que nous pouvons commencer à voir l'usage que nous pouvons faire du mot classique. Voici un ouvrage classique. Qu'est-ce qu'au XVIIe siècle, nous sommes évidemment dans la façade de Saint-Gervais, qu'est-ce qu'un ouvrage classique? Je signale que le XVIe siècle a complètement ignoré le mot classicisme. Classique, ça veut dire simplement qu'on reconnaît l'ouvrage comme un chef-d'œuvre et donc qu'on va le classer dans une certaine mesure. On va lui donner le caractère d'un ouvrage qui mérite d'être imité, d'être étudié pour imitation. Et la littérature autour de la façade de Saint-Gervais, elle est surabondante. N'est-ce pas, si on lit les commentaires des guides parisiens du début du XVIIe siècle, du milieu du XVIIe siècle, ils nous disent que c'est la plus belle façade d'Europe, la plus belle façade d'église d'Europe. Or, elle contient des éléments évidents de la tradition. D'abord, sans doute, son développement qui, sur trois niveaux d'ordre dont on ne trouve pas l'équivalent en Italie, bien que, bien sûr, il y a des parties communes avec l'Italie. Nous y trouvons le goût aussi de ces contrastes qui ne sont marqués que par des avant-corps, le redoublement des colonnes. Tout cela inscrit assurément ce chef-d'œuvre de Saint-Gervais dans la tradition. On sait que, je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter, mais le frontispice d'entrée du château d'Annette par Philibert Delorme est en certaine mesure imité ici, avec ces superpositions des trois ordres, avec le redoublement des colonnes. Vous voyez que le redoublement des colonnes vient comme une espèce de poncif de l'architecture française. Et il se trouve que cette idée que certains ouvrages peuvent être classés, et donc considérés comme classiques, ce qu'on applique évidemment aux grands auteurs de la littérature du XVIIe siècle, elle se trouve entièrement, monopolisée par les deux Mansart, François Mansart et Géverdin Mansart. Voyons un ouvrage de la jeunesse de François Mansart. Nous sommes à Blois. Vous voyez évidemment, je crois, sans trop de difficulté, les similitudes avec l'église de Saint-Gervais, ces défoncements, n'est-ce pas, qui viennent casser
les continuités qui créent des avant-corps, le redoublement des colonnes, jusqu'à la présence d'un fronton triangulaire intermédiaire, et puis en haut, le grand fronton cintré, redessiné complètement par Mansart, mais on retrouve quand même des choses qui sont très précises, très précisément dans la tradition de Saint-Gervais. Là, nous sommes devant un ouvrage tardif, en revanche, de François Mansart, c'est le fameux projet pour la chapelle des Bourbons à Saint-Denis, un projet d'une importance considérable, dans lequel l'invention, est, tout en étant nourrie de références à l'Italie, c'est un ouvrage considérable. Mais vous savez qu'en réalité, les Invalides ne sont jamais que la matérialisation, la construction, n'est-ce pas, de ces projets. Et alors, nous avons à nous interroger sur les phénomènes de continuité dans l'histoire de l'architecture française et de transmission d'héritage. Nous serions, avec la culture que nous avons aujourd'hui, un peu indignés à l'idée que le neveu, Jules Verdun Mansart, va chercher dans l'agence dont il a hérité, dans l'agence, un projet qui a été dessiné par son oncle et donc qu'il va matérialiser. C'est au contraire totalement, c'est sans doute contraire à l'idée que nous faisons du génie en architecture, mais c'est totalement dans la tradition française. Nous sommes là, le fait même que le dessin lui-même a pu être considéré comme classique, donc sujet d'imitation, il appartient, je dirais même que c'est l'obligation qu'il a vis-à-vis du grand-oncle dont il hérite, Jules Mansart a une espèce de devoir moral, n'est-ce pas, d'exécuter aux Invalides et de produire un des chefs-d'œuvre de l'architecture universelle. Je crois qu'il n'y a pas de doute. Il est clair que si on entrait dans le détail de la lecture de la façade, on retrouverait déjà un certain nombre des poncifs que nous avons vus ailleurs. Ceci étant, Jules Mansart n'est pas qu'un imitateur, il ne produit pas uniquement des choses qu'il a trouvées dans l'agence. Il produit l'extraordinaire chapelle de Versailles, qui est une invention totale d'un monsieur qui a évidemment à sa disposition, c'est d'ailleurs un ouvrage plutôt tardif, n'est-ce pas, c'est très tardif dans sa carrière, et qui a cette caractéristique qu'en réalité, pour la première fois, cette nouvelle manière française va avoir une audience internationale. Audience internationale en grande partie au XVIIIe, presque uniquement au XVIIIe siècle. L'architecture de la Pléiade se diffusera en Provence, mais pratiquement pas d'aura international. On ne sait pas ce qui se passe, n'est-ce pas, autour de l'Escaut, hors de l'Escaut, et de petits clous, n'est-ce pas, de la Pléiade. Au XVIIe siècle, évidemment, on regarde la production française parce que la France est devenue l'État le plus puissant d'Europe, mais avant que réellement on commence à se dire on peut imiter l'architecture française, il faut arriver vraiment tout à fait au début du XVIIIe siècle, et la chapelle de Versailles sera en effet imitée dans un certain nombre de châteaux d'Italie et d'Allemagne. Autre concurrent dans la définition de la modernité, cet ouvrage de la colonnade du Louvre, celle-là, elle est en réalité très peu de diffusion internationale pour la raison qu'elle est inimitable dans un sens très précis, c'est qu'elle tient sa particularité à son caractère colossal et qu'il y a peu de chantiers en Europe qui, à part le Louvre, permettraient de créer une pareille composition. Mais ceci étant, nous sommes dans un cas qui est très près de celui des Invalides. Quand on se pose la question de savoir qui est l'auteur des Invalides, est-ce que c'est François Mansart ou Jules Verdun Mansart? Eh bien, ici, on se pose aussi la question, c'est toujours la même question, est-ce que Claude Perrault est bien l'auteur de la colonnade du Louvre? C'est une question qui n'a pas de sens, parce que aux Invalides, comme ici, le projet définitif, le passage à l'acte, on sait bien que c'est Claude Perrault, ça c'est certain. La mise au point définitive, c'est bien aussi Claude Perrault. L'adaptation à l'entrée dans le chantier, le projet d'exécution, si on peut dire. Mais il y a eu une accumulation d'initiatives, d'idées, avant qu'on arrive à cette formule-là. Et donc on est bien devant ce qui caractérise l'architecture française pendant tout le XVIIe siècle et même au-delà, au moins pendant tous les temps modernes, c'est son caractère collectif. On ne s'interroge pas pour savoir si réellement l'ouvrage n'est intéressant qu'à partir du moment où il est caractéristique d'une innovation profonde. Et les contemporains ne mettent pas en doute l'attribution à Claude Perrault, qui n'est mise en doute que par la transposition, la projection, n'est-ce pas, sur ce phénomène-là, des idées que nous nous faisons sur la création. Et c'est vrai que Perrault n'a pas tout inventé, c'est pas lui qui a eu l'idée de la colonnade, mais c'est lui qui a fait passer à l'acte, et il accomplit, il achève une procédure d'une création collective. Cependant, il se manifeste, lui, plus directement, avec son savoir propre, dans l'édition du Vitruve, du fameux Vitruve, dont il donne la traduction, avec ce superbe frontispice. C'est une commande
de Colbert. Colbert prend parfaitement conscience de ce qu'on pourrait faire du modèle français si on entretenait de façon très précise une sorte de propagande, de publication, de publicité. Et l'idée que désormais on ne lira le traité latin que dans le français, que l'Europe entière pratique, c'est évidemment une manifestation très précise de la prééminence de l'architecture française. Toute l'image doit être décryptée, n'est-ce pas? La France reçoit l'hommage du livre. Derrière, on a l'ordre à la française, l'ordre français, qui est créé au cours d'un grand concours international dans les années 1671. Colbert dit que si les nations antiques ont su produire 5 formes d'art, d'ordre, la France doit en produire aussi. Donc là, on a le traité français. Entre parenthèses, la principale de ses caractéristiques, ce sera précisément la légèreté, son atticisme. Et puis derrière, vous avez le projet de Perrault pour l'Arc de Triomphe. Vous voyez d'autres phénomènes de même nature, le redoublement des colonnes, comme d'ailleurs à la colonnade du Louvre qu'on voit dans le fond. Donc on est dans une continuité très forte qui caractérise, me semble-t-il, assez bien l'architecture française dans pendant au moins 2 siècles. Et puis, en couronnement, le jardin à la française. Là, ce n'est pas une création, une élucubration d'historiens en mal d'explication. Les contemporains aussi parlent d'un jardin à la française. Et ils considèrent bien, effectivement, que le modèle donné à Versailles est un modèle qui est susceptible d'une imitation, et l'imitation sera en effet internationale. Il y a un deuxième, d'abord donc consécration de ce à la française, que j'aurais peut-être fait un usage abusif, mais en tout cas qui est là parfaitement représenté par les témoignages des contemporains. Et d'autre part, chose aussi très importante, c'est que nous attribuons à tort ou à raison le jardin à la française à le nôtre, j'entrerai pas évidemment dans le détail de cela, mais à la fin du XVIIe siècle, ce qui jusqu'ici apparaissait comme une manière collective, on va juger que pour faire pièce aux Italiens, qui ont toujours su tellement admirablement mettre au premier plan leur génie, l'identité de leur créateur, on va avoir un transfert qui fait que pratiquement tous les jardins à la française sont réputés avoir été faits par le nôtre, ceux de France comme ceux de l'étranger, et comme toutes les constructions faites sous la fin du règne de Louis XIV auraient été faites par Mansart, comme toutes les fortifications du règne de Louis XIV auraient été faites par Vauban. Là, le fait que tout d'un coup, la personnalité se dégage, n'est-ce pas, du travail collectif qui a été jusqu'alors la Suède française, me paraît un événement qui méritait d'être noté. Alors, voilà mis en place, n'est-ce pas, les éléments de cette manière nationale, dont je crois qu'il faut rappeler qu'à travers les temps modernes, elle s'exprime par des tendances qui s'inscrivent dans de très très longs cycles. On ne peut pas évidemment en faire le détail, mais je voudrais attirer l'attention sur au moins 2 phénomènes. L'intérêt des Français pour les voûtements. Si nous considérons que là, nous allons traiter d'un cycle long, nous ne pouvons pas oublier la façon dont les Français, au XIIIe siècle, ont en quelque sorte mis la touche finale à la voûte d'ogive, avec ses caractéristiques, sa place dans la structure. Bien sûr, c'était aussi une très longue maturation qui n'est pas propre à la France, mais il est certain que le dernier mot en la matière, la logique que représente la voûte d'ogive, c'est une création que l'on peut rattacher au rayonnement du gothique français du XIIIe siècle. Alors, les temps modernes vont aussi, évidemment, d'abord représenter une mutation dans la typologie. Nous n'avons plus des voûtes d'ogive sur les grandes églises, encore qu'on continuera à en faire au XVIIe et même au XVIIIe siècle. Et là, nous avons à Joigny, une voûte assez caractéristique de celles qui vont maintenant couvrir les grandes églises, qu'on doit appeler verso à lunettes, les lunettes n'étant que cette espèce de petite voûte, n'est-ce pas, qui vient de s'inscrire dans les naissances de la voûte principale, du verso principal, et qui ont pour avantage qu'elles vont permettre de pousser très haut les couvrements des fenêtres, de les monter jusque dans les naissances de la voûte. Et là, nous avons un espèce de type qui va se répandre, à la réserve que nous sommes encore dans un ouvrage qui est très marqué par la Renaissance, par le XVIe siècle, par son décor. Car ce qui va vraiment caractériser la voûte française, et être sans doute une de ses caractéristiques les plus originales,
c'est son dépouillement, c'est la nudité de l'appareil du voûte. Ça mérite évidemment des commentaires. Ici, nous sommes dans un ouvrage que vous connaissez évidemment, qui est l'Orangerie de Versailles, un chef-d'œuvre de Julliard d'Amansart, un bel exemple des lunettes qui pénètrent dans les naissances d'une voûte en berceau, et évidemment d'une voûte qui est complètement nue. On peut se dire, l'orangerie, après tout, ça n'est jamais qu'un endroit où on range les orangers, ça ne compte pas. Regardons, la critique contemporaine de Versailles, c'est l'ouvrage majeur, c'est le chef-d'œuvre dans Versailles. Tout va là. D'abord, on sait l'importance que Louis XIV donnait aux orangers et l'ensemble que constitue cet espace voûté et à l'extérieur une élévation que je ne vous présenterai pas parce qu'elle serait hors sujet ici. Il y a vraiment là. C'est un classique aussi, au sens que je viens de dire, c'est-à-dire vraiment un ouvrage qui mérite de faire imitation. Et tout particulièrement, Julliard d'Amansart lui-même s'imite, si je puis dire, à Arles, où il intervient de façon totalement magistrale, en développant cette grande technique de la stéréotomie, son application à l'architecture civile, et en particulier à l'architecture de la demeure, qui pose des problèmes que l'on n'avait pas envisagés sérieusement quand on l'appliquait à l'architecture gothique, ou plutôt à l'architecture des églises, parce que les églises ont cette particularité qu'elles ont de grands combles, donc on peut développer n'importe quelle voûte à l'intérieur de ces combles. Dans l'architecture civile, ça n'est pas la même chose. Nous sommes ici au rez-de-chaussée de l'hôtel de Villenarles, et avant que Julliard d'Amansart y vienne, on avait fait toutes sortes de projets pour voûter cet espace qui a valeur de place publique, pratiquement, dans une ville où le soleil est dominant et où il est bon de pouvoir, entre deux places, parce qu'il y a deux places publiques en plein air, de venir se retrouver, avoir des réunions à cet endroit-là. C'est une place publique couverte dans une certaine mesure. Or, tous les prédécesseurs avaient dit que pour monter une voûte, voûter cet espace-là, sans pour autant manger tout l'espace à l'intérieur du bâtiment, il fallait peupler cet espace avec des piliers qui auraient permis de construire des voûtes traditionnelles. Et Mansart dit, je m'en passerai, et non seulement je m'en passerai, mais j'arriverai à construire une voûte dont la tension, dont le surbaissement sera tel, n'est-ce pas, qu'il prendra très peu de place dans la structure interne de l'hôtel de ville. Et il arrive à cette performance, qui est à la fois une performance technique, car c'est une voûte qui a une flèche très très basse, n'est-ce pas. Il arrive à obtenir cela en particulier en faisant monter les fenêtres jusque dans les naissances de la voûte, entre parenthèses, en utilisant des colonnes jumelées, une fois de plus, mais en les faisant monter, en créant toutes sortes d'éléments qu'on appelle arrière-voussures, qu'on appelle lunettes, enfin je n'entrerai pas dans le détail, qui permet non seulement de monter très haut les baies dans les naissances de la voûte, mais en plus de ça, de créer une animation formidable qui fait que les naissances elles-mêmes sont un mouvement perpétuel. Et la voûte principale, elle est faite de deux berceaux segmentaires, très aplatis, n'est-ce pas, qui viennent se pénétrer, et la pénétration elle-même est incontestablement un chef-d'œuvre de cette technique qu'on appelle la stéréotomie, et que les Français vont développer à l'extrême, au point même qu'elle est identifiée très largement en Europe comme une particularité française. Un bel exercice de stéréotomie à Annette, avec la trompe qui malheureusement n'existe plus, création de Philibert Delorme, où nous voyons à chaque instant que dans une analyse d'un ouvrage comme ça, de stéréotomie, la volonté de créer des formes nouvelles et d'étonner n'est jamais, dans l'architecture française, dissociée, pendant au moins tous les temps modernes, d'un aspect fonctionnel. Si Delorme utilise ici une trompe pour essayer de projeter, au-delà des soutiens qu'apporte le mur, un ouvrage comme ça, c'est pour des raisons fondamentalement techniques. Ce qui n'empêche pas, évidemment, d'en tirer des effets singuliers, comme vous pouvez le voir ici. La technique de la stéréotomie va permettre aux Français de maîtriser la projection hors des plans de support, hors des murs, des surplombs, et de créer l'escalier suspendu. Voilà l'escalier suspendu célèbre, le roi, il est de François Mansart, comme par hasard. Il démontre complètement ce qu'on veut obtenir des effets de la stéréotomie. Ça va permettre, d'une part, d'assurer le meilleur éclairement possible des montées, ce qui est essentiel. Or, dès lors que vous auriez des supports dans le milieu, ceux-ci projettent des ombres sur la montée,
Donc, avoir un vide total au centre, ce qu'on appelle le jour précisément, c'est assurer la meilleure éclairement possible de la montée elle-même. D'autre part, l'absence de support au sol fait que le vestibule lui-même va pouvoir prendre de l'ampleur, se marier avec la cage de l'escalier et produire un effet très monumental. Mais on ne trouve jamais dans cet exercice, c'est jamais déduit d'une certaine idée qu'a le savant, architecte, d'épater, d'étonner et de produire un ouvrage qui éventuellement, par rapport aux bourgeois, au Pékin que nous sommes, n'est-ce pas, pourrait étonner. Et c'est pourquoi il a mis au départ, sur le premier retour, il a mis une colonne, il n'en a pas mis pour la suite. Cela veut dire expressément, la personne qui monte l'escalier dit, mais en fond, cet escalier, il devrait avoir des colonnes sous tous les retours, c'est clair. Alors, l'architecte a oublié de les mettre. Il ne faut pas croire que ce genre de plaisanterie, n'est-ce pas, est quelque chose d'accessoire. C'est fondamental dans l'histoire de la stéréotomie. C'est-à-dire que c'est une science complexe, susceptible de produire des ouvrages complexes, mais en même temps parfaitement fonctionnels, et très caractéristique des ambitions de l'architecture française. On va retrouver ce type de construction après Montré, au XVIIIe siècle. Mais ce phénomène n'est pas exclusivement français. Il se trouve que de nombreuses relations s'établissent avec l'Espagne, en particulier au XVIe siècle, en grande partie reproduction en Espagne de modèles français, mais aussi avec des effets inverses. Cette voûte qui est à acier dans le Lot est l'utilisation d'une stéréotomie, d'un voûtement tout à fait particulier qu'on trouve à Valence dès le XIVe siècle en Espagne. Donc les jeux d'échange, mais on ne trouve vraiment pas ce type d'exercice hors de l'Espagne du XVIe siècle et hors de France. Parce que partout ailleurs, la voûte, traitée en maçonnerie relativement vulgaire, va surtout être considérée comme le bon endroit pour placer des décors, et en particulier le décor peint, n'est-ce pas? Toute la peinture plafonnante va se régaler de l'application qui lui est faite de couvrir des voûtes. Le deuxième trait caractéristique de l'architecture française, et en continuité, c'est que dès ce XIVe siècle, où nous voyons entrer que nous entrons dans le temps des demeures, on n'en sort pas avant la Révolution, c'est-à-dire que successivement, on va mettre en place, perfectionner l'idée des demeures. Ici, nous avons l'exemple de l'hôtel de Matignon. Nous sommes dans les années 1730, et on peut dire que tous les détails sont caractéristiques, viennent s'inscrire dans une longue recherche de ce qu'on doit faire pour obtenir une demeure dont le fonctionnement est particulièrement agréable dans l'usage qu'on en fait, commode, répondant à une fonctionnalité de plus en plus diversifiée. Et là encore, je ne pourrais pas en faire l'analyse, bien sûr, mais on peut dire que tout est en place et que tout, tous les 30 ans, n'est-ce pas, si on examine la situation, on voit peu à peu se former ce type. La tour creuse qui va permettre d'entrer dans la cour, le rejet des communs, le désaxement entre la cour la façade sur cour et la façade sur jardin, qui n'est pas seulement qu'un exercice esthétique, ça permet une distribution intérieure beaucoup plus intéressante, l'éclairement latéral, etc. Donc on peut dire à chaque instant que nous trouvons un aboutissement de la recherche en matière de distribution dans l'architecture française. Cependant, à partir de 1970, nous entrons dans une autre période et qui est celle où, peu à peu, la tradition française va être abandonnée au profit d'un retour aux sources antiques. Ici, nous sommes devant l'hôtel de Brunois. Il conserve autant qu'il est possible des dispositions de la distribution traditionnelle. Nous sommes dans les années 1770, c'est un ouvrage de Boulet. Mais pour l'essentiel, il rompt avec un élément essentiel de la demeure à la française, c'est que le jardin est toujours la partie la plus fermée, n'est-ce pas, de la demeure. On y va, et c'est à l'usage exclusif du privé. Et là, on l'a ouvert sur les Champs-Élysées. Donc on a rompu ce fond de jardin, n'est-ce pas, caractéristique de la demeure à la française. Et puis, bien sûr, on a trouvé le moyen d'en faire un temple. Alors, il faut quand même essayer de régler ce problème de qu'est-ce que le classicisme. D'abord, je fais l'observation que c'est une notion qui arrive très tardivement dans l'histoire des arts. Le mot classicisme a été inventé par les romantiques dans les années 1830 pour caractériser un art dont ils aimeraient bien se débarrasser, qui est l'art à l'antique, qui se développe dans les années 1770-1830 et que nous avons nommé néoclassicisme pour une raison très simple, c'est que comme les appellations
se dévalorise, n'est-ce pas? On est toujours obligé de recharger l'information pour se faire comprendre. Donc, ce que nous appelons néoclassicisme, il était bon, pour les romantiques, ça s'appelait le classicisme, tout simplement. Et on voit, effectivement, à travers la seule définition qu'on pourrait donner avant le néoclassicisme, du classicisme en tant que tel, en tant que style, je n'en vois pas la possibilité d'en donner une définition. En revanche, c'est une idéologie très forte qui ressort des traités et qui consiste à faire passer l'architecture pour le langage universel par nature, langage universel qui ne peut ressortir que de l'application de règles. Et le classicisme, c'est évidemment, c'est en particulier la théorie des 5 ordres, n'est-ce pas? C'est une doctrine architecturale qu'on peut contester, qui sera d'ailleurs contestée, et qui fait que la bonne architecture ressortirait de l'application de règles. Et il y a tout un mouvement à Paris, au début du XVIIe siècle, qui s'appelle les intelligents eux-mêmes, qui établissent une véritable doctrine dans laquelle le classicisme ne serait pas autre chose qu'une forme de ce que j'appelais l'atticisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire une espèce d'épuration du style. Et l'église des noviciats des jésuites de Paris est caractéristique de cette espèce de classicisme avant la lettre, qui n'est jamais qu'une expression d'un certain nombre de théories. En revanche, devant un ouvrage comme ça, nous devons donner une définition plus consistante, n'est-ce pas, du classicisme. C'est la porte de Saint-Denis, de Paris, n'est-ce pas, œuvre de François Blondel. François Blondel, qui est à la fois le premier directeur de l'académie créée par Colbert, de l'Académie d'architecture, en même temps le premier professeur de l'Académie d'architecture. Et l'Académie d'architecture, qui est créée en 1671, elle reçoit explicitement de Colbert pour mission de nourrir, de rédiger la théorie classique, c'est-à-dire les règles applicables. Et la consigne est très précisément de dire, en réalité, ce qu'il faut, à travers cette idée de la règle, c'est imposer la pratique française et de l'imposer à l'Europe. Et là, nous sommes devant un ouvrage qui, en effet, peut être considéré comme classique au titre de cette référence théorique, parce que c'est la mise en expression matérielle d'un arc de triomphe dont nous trouvons tout le dessin dans le chapitre consacré par Philibert Delorme à ce qu'il appelle les divines proportions. Cet arc est conforme aux divines proportions telles que Delorme les définit. C'est un arc qui s'inscrit dans un carré. C'est un arc dans lequel l'arche, à la même largeur, occupe le tiers, n'est-ce pas, de la largeur totale. C'est un arc dans lequel le centre de l'arc proprement dit va se trouver à la rencontre des 2 diagonales du carré. Donc là, on est dans une construction très caractéristique de ce qu'on pourrait appeler le classicisme dans ses définitions théoriques. Le néoclassicisme lui-même est un phénomène complexe. Nous avons ici l'expression singulière, n'est-ce pas, de ce retour à l'Antiquité. Ce qui va faire le néoclassicisme au sens large, c'est l'idée que ce langage universel, pour lui donner un style, puisqu'ici nous n'avions pas de style classique au sens strict, il faut revenir pour cela aux traditions de retour à l'architecture antique, mais au lieu de s'en tenir, comme on l'a fait à la Renaissance, à l'utilisation de quelques éléments épars, on va imiter les grands partis de l'architecture gréco-romaine. Et ici, par un architecte de Ouailly, une scène qu'il a située à l'intérieur du Panthéon romain, évidemment un des éléments les plus forts de la problématique du néoclassicisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce de Ouailly est un pensionnaire du roi à Rome. Vous savez comment au XVIIIe siècle, les grands concours de l'Académie à Paris, qui forment les architectes au concours, formation qui, à l'Académie de Paris, est essentiellement portée sur la diffusion de la manière française. Les architectes qui emportent le concours du Grand Prix sont envoyés à Rome pour, en principe, étudier l'architecture antique, mais le résultat, c'est qu'en réalité, ils vont se convertir totalement à l'architecture antique et refuser tout retour à la manière française dont ils font la critique. Ils expliquent qu'au fond, c'est une architecture beaucoup trop portée sur le détail, trop en nuances, et il nous faut revenir à une architecture forte, brutale, mâle, comme on le dit à l'époque. Ce architecte lui-même
dans son séjour à Rome, a étudié les grands termes romains. Avec l'auteur de cet hôtel particulier, qui a été construit à Paris, qui s'appelait Père. Père et de Wailly travaillaient ensemble. Ils étaient tous les deux pensionnaires du roi à Rome. Et là, alors, nous sommes devant un ouvrage qui est incontestablement révolutionnaire, au sens très fort du terme, puisque le refus des traditions françaises s'exprime ici par un hôtel particulier qui est construit sur le boulevard à Paris, mais dans lequel toutes les singularités de l'architecture française et de la demeure à la française disparaissent. On refuse toutes les finasseries de la distribution qui permet éventuellement de passer d'une pièce à l'autre sans qu'il y ait communication entre les pièces. C'est brutalement, n'est-ce pas, on rentre par le côté, on traverse toutes les pièces se commandent les unes les autres. C'est un archaïsme voulu, volontaire, une affirmation d'une doctrine et d'une façon de faire qui va être en rupture totale avec la continuité et la tradition française. Ici encore, l'école de chirurgie qui existe encore, qui est portée par la doctrine contemporaine et le commentaire contemporain, c'est bien une architecture volontairement anti-française. Et comment va-t-elle se manifester par le fait qu'elle n'est pas française? Elle refuse le ressaut, il n'y a plus l'avant-corps. Ces finasseries de la mouluration du ressaut qui caractérise l'architecture française, on va s'en passer. Et cette façade, qui prête à une certaine monotonie, il faut bien le reconnaître, est marquée par un grand entablement continu dont la mouluration est très fortement simplifiée. Donc là, un grand manifeste, n'est-ce pas? Est-ce que la Grèce, dans tout cela, joue un rôle particulier? Bon, il faut que je m'arrête aussi sur cette église de Saint-Symphorien de Montreuil. Les églises qui se construisent dans les dernières années du XVIIIe siècle empruntent non pas la tradition gothico-moderne, mais à la basilique antique ou paléo-chrétienne. C'est l'exemple que nous avons ici. Ça conduit en réalité à une simplification considérable des structures. Il n'y a plus de transept, il n'y a plus de tours, ou très peu de tours. Et ça correspond aussi à un phénomène, n'est-ce pas, qui est très important à la fin du XVIIIe siècle, qui est le fait que les crédits pour la construction se raréfient et qu'on va chercher des formules relativement simples et économiques qui, curieusement, vont servir de support au développement de l'architecture néoclassique. Ici, l'utilisation du dorique. C'est au milieu du XVIIIe siècle, n'est-ce pas, qu'on commence à prendre conscience, à travers les missions qui sont envoyées à Paestum, du fait qu'il y a une Grèce très étrangère à l'idée qu'on pouvait se faire et qu'on véhiculait avec l'idée d'atticisme, qui est au contraire une architecture de Grèce primitive, très fortement rude, hein, qui au fond, dans les découvertes qui ont été faites par les Français, ont été un peu comment dire, surpris par cette nouvelle définition de la Grèce, mais ils ont adapté assez largement l'utilisation d'un dorique que l'on pourrait dire proche du dorique primitif, sans pour autant l'être réellement. Tous les commentateurs, les contemporains, disent de Ledoux, ici nous sommes évidemment à la saline d'Arc et Sénance, disent il a fait de l'architecture à la grecque, l'architecture grecque dans une certaine mesure, mais son ordre dorique n'est pas décanonique du tout. Et en effet, quelle est sa principale caractéristique? C'est un dorique sans base, certes, mais dès la Renaissance, on savait que le dorique ne pouvait ne pas avoir de base. On en a l'exemple au théâtre de Marcellus. Son fût n'est pas le fût tronconique, puissamment tronconique, n'est-ce pas, du dorique de Paestum. C'est encore un fût relativement fuselé plutôt, et puis son chapiteau ne ressemble pas du tout à la puissante échine, n'est-ce pas, du dorique primitif. Si bien qu'on voit, les contemporains y ont été sensibles, et on dit au fond, on a fait, le dorique grec a été privilégié en France pour la raison que c'était sans doute les colonnes qu'on pouvait faire qui étaient les moins chères. Surtout si on fait l'économie des câblures, ce qui est le cas ici. Donc si on veut faire de la colonne, et Dieu sait qu'on a du goût pour la colonne, si on n'a pas assez d'argent pour faire des ordres tellement plus riches comme l'ionique et le corinthien, on peut toujours faire du dorique. C'est assez mode, n'est-ce pas? Et donc le Doubs ne s'est pas privé d'utiliser cette espèce de bâtard de l'ordre, de l'ordre dorique primitif. En revanche, les découvertes les plus précises qui sont faites par l'archéologie au milieu du XVIIIe siècle
en particulier la découverte du chapiteau de l'Érectéion, avec son dessin très fort qu'on trouve en haut, n'est-ce pas, dans un traité publié au milieu du siècle, très différent de l'ionique tel qu'il ressortait de la pratique directement inspirée de la théorie italienne. Eh bien, nous constatons qu'en réalité, ce nouveau dorique, ce grec-là, n'a que très peu d'influence en France, on le voit peu. Il est très largement utilisé en Grande-Bretagne, mais au fond, la France va passer à côté de cette nouvelle découverte de l'Antiquité à travers la Grèce. Nous avons, voilà, je crois qu'on peut considérer qu'on a fait dans une certaine mesure une description qui est relativement cohérente, n'est-ce pas, de la période. Mais malheureusement, si nous en tenions à ça, si nous gommions les nuances, ce que nous aurions tendance à faire, si on veut dégager des grandes lignes, n'est-ce pas, mais nous serions obligés de négliger un certain nombre de concepts dont le maniement est extrêmement difficile, mais qu'on ne peut pas ignorer, et que je dirais pour l'instant le maniérisme et le baroque. Comment resituer ces concepts-là dans les descriptions que je viens de donner? Eh bien, le maniérisme, ça fonctionne relativement bien. Encore que si vous regardez un dictionnaire, définition du maniérisme, on vous dit le maniérisme, c'est la période de l'art italien qui se situe entre la Renaissance et le baroque. Alors, j'ai envie, moi, d'extrapoler et de dire le baroque, c'est la période de l'art italien qui se situe entre le maniérisme et le néoclassicisme. Le néoclassicisme, c'est etc. Bon. Évidemment, ce n'est pas une définition. Et le vrai problème, si vous voulez, avec ces concepts, c'est que, d'une part, leur définition même est très difficile à faire, trop fluctuante, toujours, et qu'on a eu tendance à vouloir en faire des éléments d'une périodisation. Alors, comment dire, coupler un concept fluctuant avec une période précise, c'est une gageure, n'est-ce pas? Ça ne se réussit pas. Cependant, je veux dire que le maniérisme, on peut assez bien l'appliquer à la France si on le situe effectivement dans les années de la guerre civile, de la guerre des religions. Les 30 ans qui vont des années 1560, qui ont cette particularité d'amener un grand désordre, une rupture, n'est-ce pas, dans la création à peu près continue de l'État moderne. La monarchie est dépassée par les événements, les Français se combattent les uns les autres. Et dans cette espèce d'entrée dans le désordre, de destruction, l'ordre qui était en train de s'établir au XVIe siècle, nous pouvons reconnaître l'endroit où va se développer précisément le maniérisme, pour autant que nous le définissons comme la recherche par l'excès de ce qu'on peut tirer d'une tradition qui est entrée dans l'ordre du canonique, n'est-ce pas, mais qu'on va utiliser à rebours en poussant les effets de manière que on va entrer dans une sorte d'hétérodoxie, n'est-ce pas, ou même d'hérésie par rapport à la manière française telle qu'on avait défini la Pléiade. Alors, on a ici, par exemple, un projet de Verneuil qui n'a jamais été réalisé, où on retrouve un certain nombre d'éléments qu'on pourrait considérer comme dans la tradition française, mais le goût depuis la Pléiade, on a vu l'exemple de la tribune des Cariatides, le goût qu'on a toujours eu pendant la Pléiade, d'utiliser la figure humaine comme un support. Ici, c'est une véritable parodie, n'est-ce pas, qui est faite dans la partie centrale, où nous voyons des figures masculines qui se bousculent littéralement les unes les autres. Il y en a trois l'une sur l'autre qui essaient de prendre leur place. Il est clair qu'on est là devant une parodie, n'est-ce pas, de l'architecture française telle qu'elle s'était développée dans la première moitié du siècle. Le baroque, connaissons aussi facilement, tous les dictionnaires nous expliquent que derrière le mot baroque, il y a une idée d'irrégularité, n'est-ce pas? Alors, si nous voulons faire une périodisation, on trouvera couramment, n'est-ce pas, dans la littérature, et en particulier du côté des Italiens, l'idée que le baroque, ça recouvre du maniérisme de Michel-Ange au rococo des Français dans les années 1730. On peut effectivement considérer que cette période mériterait d'être appelée de baroque. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment? En Italie, ça rassemblerait, ou ça rassemble, parce que c'est en effet bien souvent utilisé comme ça, des choses qui me paraissent fort diverses. La contre-réforme, d'abord. Qu'est-ce que c'est que la contre-réforme? Ce travail de l'Église catholique pour épurer le style des églises. Donc c'est un mouvement d'épuration qui va dans le sens du classicisme au sens théorie, si vous voulez. Mais la personnalité marquante, c'est le Bernin. Et à quoi prétend le Bernin? Il prétend tout simplement être une réincarnation de Michel-Ange.
Et qu'est-ce que le Bernin, comme Michel-Ange, représente dans l'histoire de l'architecture italienne?